Écoutez, c'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce qui a lieu ce soir. Donc, c'est le jour 2 du centre diagnostic. Donc, le jour 1, c'était l'ouverture du centre diagnostic il y a quasiment 5 ans en 2021. Aujourd'hui, en 2025, on écrit donc le jour 2, qui est l'ouverture du bloc opératoire. C'est un moment qu'on a beaucoup attendu. On s'est beaucoup préparé pour ce moment-là, pour avoir un cadre, je dirais, d'intervention qui soit sécurisé pour les patients et que les praticiens se retrouvent dans un environnement qui soit très agréable pour eux. Alors, nous avons été invités par la direction générale du centre diagnostic pour commémorer et inaugurer l'ouverture du bloc opératoire qui est désormais effectif au niveau du centre diagnostic. Présenter donc à l'ensemble des chirurgiens de Libreville la possibilité aujourd'hui de pouvoir opérer au centre diagnostic sur une capacité donc de 3 blocs opératoires avec des chambres de post-opératoire. Donc voilà, un chirurgien aujourd'hui peut décider avec beaucoup de confiance sur tout ce qui est fait de faire opérer son patient ici. De ce que nous avons compris, c'est que le centre diagnostic cherche à positionner un service de qualité auprès de ses patients au niveau des traitements de maladies ambulatoires, de traitements de prise en charge ambulatoire et opératoire. Et c'est vraiment un honneur pour moi de prendre part à ce genre d'événement, surtout aujourd'hui, qui est le mois de la célébration de Octobre Rose. On a des équipes aujourd'hui au centre diagnostic de qualité qui peuvent accompagner donc les chirurgiens dans leur acte quotidien. Donc je souhaite très particulièrement remercier l'ensemble des équipes de centre diagnostic qui ne ménagent aucun effort depuis 2021 pour amener donc le centre à atteindre ses objectifs. Quand j'ai découvert que j'étais séropositif, je me suis dit « Ah oui, en fait, ça existe encore ». Pour la première fois de ma vie, je suis assis sur ma chaise et je sais il n'y a plus rien. Le monde s'écroule. C'est non. C'est non. Mais non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi, c'est juste, ça ne peut pas être moi. C'est tout. Au début, mes premières questions, ça a été mais est-ce que je peux continuer à garder des enfants? Est-ce que c'est pas trop dangereux? J'ai peur de quoi? Peur de les contaminer, ou tu vois, que par un accident, tu vois, que je me coupe, un truc totalement qui ne pouvait même pas arriver, mais shit, c'est ça qui fait flipper. Tu te dis, c'est des enfants, quoi. Hein. Non? On a envie, pas envie, mais c'est très bien que quand on prend, voilà, une fois, c'est pour la vie. Non, on va pas y aller par quatre chemins, hein. Voilà. J'ai voulu exorciser en les peignant, j'en sais rien. C'était pour me rendre compte. Voilà, ça c'est une petite pils. Pour 3 ans. 3285. Ce que je vais prendre. Pas de traitement, pas de vie. Quelqu'un qui ne prendrait pas le traitement aurait un risque en quelques années que son système immunitaire se détériore. Et c'est à ce moment-là où, par exemple, un simple rhume ou une grippe pourrait tuer la personne. Moi, je suis séropositif indétectable.
Ce qui veut dire que ma charge virale n'est plus détectable dans mon sang. Et donc, je ne peux plus transmettre le virus à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment dû au fait que je prenne un traitement quotidien, donc une trithérapie, qui est en fait, pour mon cas personnel, 3 pilules que je prends en une seule prise tous les matins. J'ai mal partout, j'ai mal à l'intérieur. Lui défonce le corps, lui défonce l'esprit. Chacun son rôle. C'est souvent les cauchemars? Que je fasse des cauchemars, ouais. À peu près toutes les nuits. Pendant toute une période, en fait, j'étais vraiment... ouais, j'avais peur que en fait, ça soit vraiment quelque chose de rebutoire. Et finalement, bah, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un et à rencontrer l'amour au final. J'y pense plus, presque plus. Sida et VIH, c'est pas la même chose. Beaucoup utilisent ces deux termes à tort et à travers en pensant que c'est la même chose, mais c'est faux. Ce n'est absolument pas la même chose. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine et c'est ça qui est à l'origine de la maladie du sida. Quand on a le VIH, l'immunité baisse et si on n'a pas accès à un traitement, on atteint un certain stade qui est celui du sida. Pour résumer, une personne qui a le sida, c'est qu'elle a forcément le VIH, alors que toutes les personnes infectées par le VIH n'ont pas forcément développé le sida. Les traitements actuels ont pour but d'empêcher que l'infection par le VIH évolue vers le sida et aussi de soigner ceux qui l'ont déjà développé. Un patient à Berlin en 2009, un à Londres en 2019 et un troisième à Düsseldorf en février. Ces dernières années, plusieurs cas de rémission du VIH ont été constatés. Alors, cela veut-il dire que l'on pourra bientôt guérir du virus ? Le virus du sida a été identifié pour la première fois en 1983 par l'Institut Pasteur. Depuis le début de l'épidémie, 84 millions de personnes ont été infectées par le VIH et plus de 40 millions de personnes sont décédées des suites des maladies liées au sida. Alors le VIH, c'est le virus et le sida, c'est la maladie. C'est exactement comme le SARS-CoV-2 qui est le virus, le coronavirus responsable, c'est le virus responsable de Covid, la maladie. Donc c'est exactement la même chose. Donc souvent on parle du virus du sida. Le sida, c'est la maladie finale, stade final de l'infection par le VIH. Le VIH s'attaque au système immunitaire, il rentre dans les lymphocytes et progressivement, il induit la dégradation du système immunitaire. Au stade sida, eh bien, il y a des infections, il y a des atteintes pulmonaires progressives et le sida conduit à la mort. Fin 2021, l'Organisation mondiale de la santé estimait à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. En France, environ 174 000 personnes sont séropositives. On a la certitude que si on fait un diagnostic précoce de son infection, on peut recevoir des traitements très tôt et vivre, je dirais, quasiment normalement avec le VIH, à condition de prendre des traitements à vie, parce qu'on va le voir, le virus reste dans l'organisme à vie, on ne sait pas le déloger, mais par contre, on sait le bloquer. On peut désormais vivre avec le virus, mais il n'existe toujours pas de moyen d'en guérir. Pourtant, plusieurs cas de rémission ont été recensés depuis les années 2000. Ce sont des cas assez particuliers. En fait, ce sont 3 personnes qui, en raison d'un cancer du sang, ont reçu une greffe de moelle, ce qui est un traitement très lourd, parce que ça implique d'abord d'éradiquer tout le système immunitaire de la personne, pour ensuite lui faire une greffe et ensuite la mettre sous immunosuppresseur à vie, ce qui implique des effets indésirables assez conséquents. Et donc ça a permis d'éradiquer les cellules dans leur organisme où persistait le virus du VIH, que ça reste un traitement extrêmement lourd qu'on ne peut proposer que dans des cas très particuliers de personnes qui n'ont pas d'autre option thérapeutique pour soigner leur cancer du sang. Et en fait, finalement, la guérison de VIH n'est qu'un effet de bord très positif, mais ce n'était pas le but principal recherché.
Dans chaque cas de rémission, des conditions bien particulières sont réunies. Le patient porteur de VIH est atteint d'un cancer du sang, cancer pour lequel il bénéficie d'une greffe de moelle osseuse, et enfin, son donneur porte la mutation CCR5 delta 32 qui empêche le virus d'entrer dans les cellules. Mais concrètement, à quelle fréquence ces conditions sont-elles réunies? Alors pour vous donner une idée, dans la population européenne, cette mutation qui rend résistant au VIH, elle est présente dans environ 1% des personnes. Donc il faut que cette personne soit donneuse et le taux de compatibilité quand c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est 1 sur 1 million à peu près. Donc je vous laisse faire les calculs. La probabilité de trouver un donneur compatible qui a cette mutation et pour qui la greffe va fonctionner, elle est très faible. Les cas de rémission restent donc pour l'heure rarissimes et surtout n'ont pas permis de trouver une solution réplicable à grande échelle. Alors, quelles autres pistes s'offrent aujourd'hui aux chercheurs? On a beaucoup de pistes maintenant pour la recherche. Malheureusement, je ne peux pas donner une date de quand est-ce qu'on arrivera à une cure ou en tout cas à un traitement ou à guérir du VIH. Quand on a découvert le virus en 1983, les chercheurs et chercheuses de l'époque étaient convaincus de trouver le moyen d'éradiquer le virus dans les mois, les années à venir. Et finalement, on fête aujourd'hui les 40 ans de la découverte de ce virus et on n'a toujours pas trouvé le moyen. Il y a toujours des vaccins à l'étude, des vaccins qui sont en phase 1 d'ailleurs à l'heure actuelle. On est toujours en train d'essayer de trouver parce qu'on peut avoir à la fois un vaccin protecteur mais aussi à la fois un vaccin qui pourrait aider à stabiliser, à retirer le VIH. On a aussi beaucoup d'espoir dans des nouveaux traitements de longue durée, puisque pour le moment on est sur une prise par jour, ce qui est quand même bien mieux que les nombreux médicaments qu'il y avait à prendre avant. Et là on est en train d'arriver sur des traitements injectables, à une injection par mois, même une injection tous les 2 mois, et on attend avec impatience des traitements avec une injection tous les 6 mois, qui permettrait aux personnes vivant avec le VIH de vivre avec une qualité de vie encore meilleure qu'elles le vivent à l'heure actuelle. Si la recherche a fait d'immenses progrès depuis la découverte du virus il y a 40 ans, il est encore impossible de guérir du VIH dans la majorité des cas. En 2021, 650 000 personnes sont mortes du sida. Cela représente environ 1 mort par minute.
automatique. Je lui fais de l'effet automatique. T'es ma shape, il fait que de me regarder, fait que me shape. Tout est clean, clean, il aime bien les bling bling, il aime bien les folles comme moi. Dans sa tête j'ai fait drink drink, j'crois que je suis dans un délire, je veux qu'il s'habille comme tout en douce. Yeah. No stress, en détente quand tu m'appelles. Automatique, je lui fais de l'effet automatique. T'es ma shape, il fait que de me regarder, fait que me shape. Tout est clean, clean, il aime bien les bling bling, il aime bien les folles comme moi. Dans sa tête j'ai fait drink drink, j'crois que je suis dans un délire, je veux qu'il s'habille comme tout en douce. Yeah. No stress, en détente quand tu m'appelles. Il y a une culture du cachet avec le sida. Dès le départ, c'est une maladie, on nous a dit qu'il faut la taire. J'ai vécu 35 ans de préjugés et pas les moindres, et j'ai pris des grandes claques. Pendant quelques années, à mon adolescence, j'ai été toxicomane, j'ai pris de l'héroïne par voie intraveineuse. C'est à un moment donné, on s'est bien parlé du VIH dans la société, un petit peu. Et comme j'avais fait un peu des conneries, j'ai décidé d'aller me faire tester. J'avais déjà des amis qui s'étaient fait tester et qui étaient séropositifs. Et donc j'ai pris la décision d'en faire autant. Et j'ai appris ma séropositivité tout bêtement par un médecin généraliste qui m'avait fait faire les tests. Et donc c'est vrai que moi d'abord je suis très vite suivie, pas traitée, puisque j'ai la chance d'avoir des T4 relativement élevés. Et je croise des gens extrêmement malades autour de moi dans les hôpitaux. Il n'y a pas beaucoup de filles. Hein. Je suis une des rares filles qu'on croise dans les couloirs. Et donc c'est assez effrayant et on pense que ça va pas durer très longtemps, qu'on va être rattrapé par le temps. On voit bien que les gens ils finissent tous par mourir.
Dès le départ, j'apprends ma séropositivité à ma famille proche, mes parents, mes frères et sœurs. Moi, je suis issue d'une famille bourgeoise, plutôt catholique. Et pourtant, c'est plutôt bien pris. Ils m'aident, c'est eux qui me trouvent mes premiers médecins. Donc non, je suis très entourée familialement. Je rencontre un garçon qui lui aussi est séropositif. Et donc, on décide de se marier. Je me marie en 92. Mais d'abord, mon mari, lui, il ne sait pas que sa famille soit au courant de notre séropositivité. C'est vrai que si on veut bosser, nous on bosse dans l'animation tous les deux, on vit caché, en planquant un peu notre statut sérologique. Il y a une culture du cachet avec le sida. Dès le départ, c'est une maladie, on nous a dit qu'il faut la taire. Parce que les gens étaient agressifs, il m'est arrivé des aventures violentes, de rejets violents. J'ai vécu 35 ans de préjugés et pas les moindres, et j'ai pris des grandes claques. Cela fait 35 ans qu'elle vit avec le VIH. Grâce à ses traitements, elle ne transmet pas le virus. Elle est bien placée pour savoir que la situation a évolué, mais pas les préjugés. Le VIH ne m'empêche pas de vieillir. Les préjugés, oui. Ça me scotche, cette campagne, le nombre de messages de gentillesse, de bienveillance, de tendresse que je reçois sur les réseaux sociaux m'épate. Je suis épatée. Je n'en reviens pas. J'arrête pas de leur dire je suis épatée. C'est la première fois que ça m'arrive. Au bout de 35 ans, je me dis c'est la première fois que les gens ils sont gentils avec moi. C'est bien de donner enfin la parole aux séropos. C'est bien que les séropos n'aient plus peur. C'est en gardant ces secrets qu'on fait croire aux gens qu'on a quelque chose à cacher. Et je trouve que pour ces jeunes séropositifs, il faut absolument qu'ils puissent avoir une vie normale. Il n'est pas question qu'on leur fait vivre ce qu'on m'a fait vivre. Il faut qu'ils puissent travailler, faire des enfants, soigner correctement, que le dentiste ne leur dise pas ça vous dérange pas si on vous fait passer en dernier ? Ou la gynéco. Ça, il faut que ça s'arrête. Et je pense que cette campagne, elle est très porteuse de ce message. Avec les traitements, nous ne pouvons plus transmettre rien du tout. Ni sexuellement parlant, ni au niveau sanguin. On n'est plus transmetteur, bien moins que des personnes. Moi, j'ai fait des campagnes de dépistage dans la rue à proposer aux gens de se faire dépister. J'ai des gens qui m'ont dit, en campagne de dépistage, « Ah non, moi, je préfère pas savoir. Moi, je suis bien moins dangereuse qu'eux. » Moi, je le dis, je l'affirme et je me fais soigner et je suis très bien traitée. Je ne présente aucun danger pour personne. Le seul message que je veux faire passer aux gens aujourd'hui, c'est aux jeunes séropos, des imbéciles, vous allez en croiser. C'est pas cela qui sont importants. Vous allez rencontrer plein de gens gentils, plein de gens bienveillants. Les imbéciles, c'est eux qui font montrer du doigt. C'est eux qu'il faut stigmatiser, pas nous. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, toute une société est prête à nous aider à les montrer du doigt. Et à les faire passer pour de véritables imbéciles qu'ils sont. J'ai l'impression que dans votre génération, ça commence à être plus ouvert. On avance. Au revoir, mademoiselle. Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis séropositive et aujourd'hui je vais vous parler de ma vie avec le VIH. A priori, j'ai été contaminée par voie sexuelle. C'était certainement un partenaire d'un soir, une bêtise. Au début, ça a changé mon rapport au corps. Mon rapport aux autres, j'ai dû prendre des médicaments tous les jours, je me suis demandé ce que ça allait me faire sur le long terme. Ça a changé mon rapport à ma santé, dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas, je me demandais si c'était grave, si c'était pas grave, si c'était lié à ça ou pas. Ça a fait un choc autour de moi, il y a des gens qui l'ont pris... mes sœurs l'ont mal pris, mais tout le monde a su garder un peu la mesure des choses et quand on explique en fait correctement... ce qui se passe ou ce qui va se passer, les gens comprennent rapidement que je vais pas tomber gravement malade et que je vais pas mourir et que mon espérance de vie va pas être réduite de 40 ans. Et donc les gens comprennent et disent bon, ça c'est grave, c'est quelque chose, c'est important, mais c'est pas la fin du monde, quoi. J'ai pas le sida, je l'ai jamais eu et a priori je l'aurai jamais si tout va bien.
Le sida, c'est quand le VIH dépasse un certain seuil, justement, quand la charge virale devient trop importante et donc qui permet un affaiblissement du système immunitaire qui permet à d'autres maladies de s'installer, qui s'appellent les maladies opportunistes. Et c'est ça qu'on appelle le stade sida. Mon traitement, moi, c'est 3 pilules à prendre toutes les 24 heures. Ce que ça fait, c'est que ça diminue la charge virale du VIH dans le corps, qui fait que d'une part, il est assez peu présent, donc il n'a pas d'impact sur mon organisme, et d'autre part, il ne peut pas être transmis. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Au début, j'avais peur de contaminer l'autre, et on devait garder le préservatif. Et donc, le premier petit copain que j'ai eu après l'avoir appris, on est restés 2 ans ensemble et on n'a jamais arrêté le préservatif. Mais à part ça, il n'y avait rien qu'on ne pouvait pas faire, en fait. Mais enfin, lui, il était assez inquiet, donc il avait voulu venir à un rendez-vous avec mon médecin pour savoir exactement est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas, comme le sexe oral, est-ce que c'est plus contaminant, est-ce qu'il y a des risques. Et le médecin nous avait dit non, parce que comme la charge virale est indétectable, justement, il n'y a aucun risque de transmission. Donc en fait, on peut tout faire. Et actuellement, avec mon nouveau partenaire, avec qui je suis depuis un petit bout de temps aussi, depuis 2 ans, on a carrément pu arrêter le préservatif. Donc on n'a même plus ce truc-là qui nous rappelle qu'il y a le VIH en fait. Le dépistage, et donc connaître son statut, qu'il soit négatif ou positif, c'est savoir si on protège l'autre et soi-même. Si on est positif, on peut commencer un traitement, on peut réduire sa charge virale et donc on peut arrêter, ne pas transmettre le virus. Et si on est négatif, on peut le rester, surtout. Il y a des gens qui ont donné littéralement leur vie pour que nous, on ne se contamine plus, pour que l'épidémie cesse. Et oui, derrière, on est encore trop nombreux à ne pas faire attention et à ne pas leur faire honneur, en fait. Pendant un moment, je me suis sentie très coupable d'avoir réussi à me faire contaminer alors qu'on m'avait prévenu quand même. Enfin, j'étais informée, j'avais vu des campagnes, j'avais vu des affiches, j'avais vu des reportages. Et j'avais quand même fait ce choix, inconscient ou pas, de ne pas faire attention. Donc je me suis sentie coupable de m'être laissée, d'avoir été inconsciente. Insouciante, parce que on peut pas dire qu'on nous prévient pas, quoi. C'est juste qu'on n'écoute pas.
shave. Il fait que de me regarder, fait que me shape. Tout est clean, clean. Il aime bien les bling, bling. Il aime bien les folles comme moi. Dans sa tête, j'ai fait drink, drink. J'crois que je suis dans un délire. Je veux qu'il s'habille comme tout en douce. Yeah. No stress, en détente quand tu m'appelles. Écoutez, c'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir vous présenter donc, ce qui a lieu ce soir. Donc, c'est le jour 2 du centre diagnostic. Donc, le jour 1, c'était l'ouverture du centre diagnostic il y a quasiment 5 ans en 2021. Aujourd'hui, en 2025, on écrit donc le jour 2, qui est l'ouverture du bloc opératoire. C'est un moment qu'on a beaucoup attendu. On s'est beaucoup préparé pour ce moment-là, pour avoir un cadre, je dirais, d'intervention qui soit sécurisé pour les patients et que les praticiens se retrouvent dans un environnement qui soit très agréable pour eux. Alors, nous avons été invités par la direction générale du centre diagnostic pour commémorer et inaugurer l'ouverture du bloc opératoire qui est désormais effective au niveau du centre diagnostic. Présenter donc à l'ensemble des chirurgiens de Libreville la possibilité aujourd'hui de pouvoir opérer au centre diagnostic sur une capacité donc de 3 blocs opératoires avec des chambres de post-opératoire. Donc voilà, un chirurgien aujourd'hui peut décider voilà, avec beaucoup de confiance sur tout ce qui est fait de faire opérer son patient ici. De ce que nous avons compris, c'est que le centre diagnostic cherche à positionner un service de qualité auprès de ses patients au niveau des traitements de maladies ambulatoires, de traitements de prise en charge ambulatoire et opératoire. Et c'est vraiment un honneur pour moi de prendre part à ce genre d'événement, surtout aujourd'hui, qui est le mois de la célébration de Octobre Rose. On a des équipes aujourd'hui au centre diagnostic de qualité qui peuvent accompagner donc les chirurgiens dans leur acte quotidien. Donc je souhaite très particulièrement remercier l'ensemble des équipes de centre diagnostic qui ne ménagent aucun effort depuis 2021 pour amener donc le centre à atteindre ses objectifs.